Histoire de ce chapitre met en avant les géants qui rapportent des événements mystérieux sur l'île d'Elbaf. Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent 1127, Luffy, Zoro et Sanji ont vaincu plusieurs monstres géants là-bas. Leur intervention a même provoqué un incendie dans la forêt, ce qui a immédiatement affolé les géants qui ont accouru pour l'éteindre. Ils craignaient que le feu ne se propage et brûle l'arbre Grazil, considéré comme l'arbre de la vie. Si cet arbre venait à être entièrement consumé, cela signifierait la destruction d'Elbaf. Les géants prévoient de rapporter cette situation à une figure qu'ils appellent le dieu Soleil. Cette déclaration est très intrigante car elle laisse entendre l'existence d'un faux dieu Soleil à Elbaf. Comme nous le savons, le vrai dieu Soleil est Nika, et le pouvoir de Nika se manifeste à travers le fruit du démon que Luffy a consommé. Donc s'il y a un autre personnage à Elbaf prétendu être le dieu Soleil, il est évident qu'il s'agit d'un imposteur. Celui qui prétend être le dieu Soleil n'est autre que le prince Loki. La référence au personnage de Loki dans One Piece est tirée de la mythologie nordique qui a grandement influencé l'histoire d'Elbaf. Dans cette mythologie, Loki est connu pour être un dieu trompeur. Il n'est donc pas surprenant que le prince Loki dans One Piece soit aussi un trompeur. Il prétend être le dieu Soleil pour tromper de nombreux géants, en particulier parmi les classes populaires. Cependant, les nobles géants ne se laissent pas duper aussi facilement. Une des raisons principales pour lesquelles Loki parvient à se faire passer pour le dieu Soleil, c'est qu'il possède le pouvoir de changer d'apparence et de manipuler le feu. Ce pouvoir vient du fruit du démon qu'il a consommé. Comme nous le savons, il existe plusieurs fruits du démon, en dehors du Mera Mera no Mi, qui confèrent la capacité de manipuler le feu. Par exemple, le Soru Soru no Mi de Big Mom permet à son utilisateur de créer des âmes de feu, rendant ses flammes vivantes. Le fruit d'Oven permet à son utilisateur de générer une chaleur si intense qu'elle provoque des incendies. Le fruit Zoan de Kaido permet à son utilisateur de cracher du feu sous forme de dragon. Pour ce qui est de la capacité de changer d'apparence, nous avons déjà vu des fruits du démon comme celui de Devon ou de Bon Clay. Si la capacité de manipuler le feu et de changer d'apparence n'est pas rare dans l'univers de One Piece. Il n'est donc pas surprenant que le fruit du démon consommé par Loki possède des pouvoirs similaires. Le fruit du démon de Loki est unique, car il a mangé le fruit du démon Messie des illusions, qui lui donne le pouvoir de créer toutes sortes d'illusions. Le pouvoir d'illusion de Loki lui permet de changer d'apparence ou de créer des illusions élémentaires, comme des flammes. Ce fruit du démon est parfaitement adapté au personnage de Loki dans la mythologie, où il est connu pour ses illusions et ses ruses, tant dans les légendes nordiques que dans One Piece. Une source mentionne que Loki, dans la mythologie nordique, possédait le pouvoir de métamorphose, pouvant se transformer en diverses formes, y compris des humains, des animaux et d'autres créatures. Ce pouvoir est bien retranscrit dans One Piece à travers le fruit des illusions. Les transformations de Loki sont même supérieures à celles de Devon qui doit toucher sa cible pour changer d'apparence. Tandis que Loki n'a besoin que de voir sa cible, comme lorsqu'il a vu l'affiche de Luffy sous la forme de Nika et a pu prendre l'apparence de Nika. À Elbaf, Loki se fait passer pour un faux dieu Soleil grâce à son intelligence et son pouvoir. Son pouvoir d'illusion lui permet de devenir ce qu'il veut et de faire ce qu'il désire. Toutefois, il existe une grande différence entre le fruit du démon de Loki et celui de Nika que possède Luffy. Les illusions de Loki ne sont pas réelles, tandis que Luffy peut concrétiser ses imaginations en réalité. C'est pourquoi le pouvoir de Nika est bien plus puissant que celui des illusions de Loki. Cependant, Loki, rusé et intelligent, sait utiliser son pouvoir pour tromper et manipuler de nombreuses personnes. Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece, semble avoir délibérément donné un tel pouvoir à un personnage aussi fourbe que Loki. Sur Elbaf, les géants rapportent à Loki le chaos provoqué dans la forêt d'Elbaf. Loki comprend rapidement que ce désordre est dû à l'arrivée de l'équipage du chapeau de paille. Comment Loki le sait-il? Parce qu'il est lui-même le cerveau derrière leur venue à Elbaf. Après avoir appris que Luffy commence à causer des problèmes, Loki envoie immédiatement une unité spéciale, Jotunheim, composée de plusieurs géants pour traquer Luffy. Si les troupes de Jotunheim parviennent à retrouver l'équipage du chapeau de paille, elles deviendront les premiers adversaires puissants de Luffy à Elbaf. Pendant ce temps, au palais royal d'Elbaf, des nouvelles d'incendies de forêt et de chaos parviennent au roi. Les subordonnés du roi rapportent qu'il est fort probable que l'équipage du chapeau de paille soit impliqué. Le roi, qui a déjà vu l'avis de recherche de Luffy sous sa forme Gear 5, se rend immédiatement compte que Luffy possède le pouvoir du dieu du soleil, Nika. Pour cette raison, le roi envoie l'un de ses enfants, également frère de Loki, pour retrouver Luffy et l'amener au palais au plus vite. Loin d'Elbaf, le navire de l'équipage de Pirata Kagami navigue après avoir détruit le navire de Bartolomeo. Lakiru est en colère contre Yasopp, l'accusant d'avoir agi de manière excessive. Cependant, Yasopp se défend en affirmant que brûler le drapeau d'un équipage pirate est un crime grave et que Bartolomeo méritait sa punition. Ben Beckman ajoute que Yasopp a raison, brûler un drapeau pirate mérite une sanction sévère. Néanmoins,
Ben est d'accord avec l'Akiru Kills devrait se concentrer davantage sur la quête du One Piece et être attentif à la menace des pirates de Barbe Noire. Si l'alliance de Luffy vengeait Bartolomeo en attaquant leurs alliés, cela pourrait compliquer la situation et diviser l'attention des pirates d'Akagami. Pendant, Shanks reste calme et confiant, persuadé que tout ira bien. Cela démontre la grande confiance de Shanks dans les capacités de son équipage. Il est sûr qu'ils pourront affronter quiconque se dressera contre eux. Ils discutent ensuite des événements récents, en commençant par les nouvelles de l'île Ashinosu. Leur informateur rapporte que Garp est actuellement détenu là-bas. D'après les informations reçues, l'attaque de Garp sur Ashinosu était une affaire personnelle pour sauver son élève. Et non, une mission officielle de la marine. Shanks soupçonne qu'Akainu ne fera rien, même si Garp est retenu captif. Cependant, des amis proches de Garp comme Sengoku ne resteront probablement pas les bras croisés. Ils évoquent également Pudding, la fille aux 3 yeux, qui a été enlevée par Barbe Noire. Yasop se demande ce que Katakuri va faire dans cette situation. Mais Ben Beckman est convaincu que Katakuri ne prendra pas de décision hâtive. Sans Big Mom, Katakuri ne pourra pas affronter toute la puissance des pirates de Barbe Noire à Ashinosu. Il mentionne aussi les troubles causés par l'armée révolutionnaire à l'encontre du gouvernement mondial. Ben Beckman reconnaît que détruire les navires de ravitaillement est une bonne stratégie, mais cela incitera également le gouvernement à réagir plus sérieusement. Ben soupçonne que les chevaliers saints se mettront en mouvement très bientôt. Ensuite, ils abordent les développements autour de la Cross Guild. Il semble que Mihawk, Crocodile et Buggy aient déjà commencé à bouger, et leur nombre d'adhérents ne cesse de croître. Leur puissance de combat ne doit pas être sous-estimée à ce stade. La discussion se tourne alors vers le nouveau Gorosei Garling Figarland, dont il pense qu'il aura un impact significatif après sa nomination. Shanks affiche une expression sérieuse lorsque Garling est mentionné. À la fin de la conversation, Shanks se tient à l'avant du navire et déclare que toutes les factions ont commencé à bouger. C'est maintenant au tour des pirates, d'Akagami, d'attirer l'attention du monde. Cette déclaration de Shanks laisse entendre qu'il prépare quelque chose de grand dans un avenir proche. Ailleurs, un mystérieux navire noir traverse une mer pleine de poissons géants. L'un des poissons tente d'attaquer le navire, mais est mystérieusement repoussé et meurt. Ce navire noir ressemble à celui mentionné par Lavitte, appartenant à l'homme avec la cicatrice brûlante. La mer remplie de poissons géants se trouve dans la région de Warland, près de l'île d'Elbaf. On ignore encore pourquoi cet homme avec la cicatrice brûlante se rend à Elbaf, mais il est certain qu'il a un but précis. Peut-être est-il là pour rencontrer quelqu'un ou accomplir une mission. Il semble que l'arc d'Elbaf ne se limitera pas à une confrontation entre l'équipage du chapeau de paille et les géants, et impliquera également de nombreux personnages venus de l'extérieur d'Elbaf. Voilà les éléments intéressants du chapitre 1128. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous.